Ok, donc dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les acteurs et les éléments majeurs qui font bouger l'actif de l'euro, tout simplement sur les marchés financiers. Donc dans la dernière vidéo, on a vu tout simplement qu'est-ce qui faisait bouger le dollar. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu, puisque le dollar correspond à 88% à une transaction sur le marché Forex. Donc aujourd'hui, on va voir l'euro et il restera toutes les autres devises pour les prochaines vidéos. On va commencer tout de suite. L'euro correspond à 30,5% du volume de transactions sur le marché Forex. Directement, là j'en vois plus d'un pas comprendre, me dire Thomas, il y a 88% des transactions en dollars, 30,5% en euros, il y a un problème quelque part, toutes les autres devises, il y a un souci. Ok, alors effectivement ça paraît logique, mais ce qu'il faut comprendre c'est que quand on parle de volume de transactions sur le marché Forex, c'est pas comme sur un actif normal, puisque en fait là on parle de paires. Et en gros, imaginons que vous achetiez euro-dollar, et ben vous allez à la fois ajouter du volume pour les 88% du dollar et à la fois pour les 30,5% de l'euro. Et donc ce qui fait en fait que sur le volume total de transactions Forex, on est au-dessus des 100%. Tout ça pour vous dire que du coup l'euro est la paire avec le deuxième plus gros volume échangé. C'est pour ça que c'est super important de la comprendre. Et selon moi, elle rentre aussi dans le 20-80. Ok, donc le 20% qu'il faut comprendre pour avoir 80% des explications derrière et comprendre 80% des mouvements sur le marché Forex. Alors, du coup, la spécificité de l'euro, je ne l'ai même pas noté ici, je vais le noter directement. Hop, mais c'est donc que dans l'euro, on va avoir un total de 27 pays, puisqu'on n'est pas seulement sur la France ou quoi, on est vraiment sur l'Union Européenne, ok. Donc on a 27 pays, dont 19 qui possèdent la devise euro, ok, EUR. Et donc nous, c'est ces 19 pays qui vont nous intéresser. Les deux plus gros pays du coup de ces 19 qui ont le plus gros impact, vous devez les connaître, on en fait partie. Donc on va avoir en numéro 1 l'Allemagne, ok. C'est donc lui le 20-80 pour la partie euro. Vous m'excuserez, j'applique Pareto partout, mais vraiment c'est game changer. Et le 2, ça va être la France, ok. Donc voilà, ce qui a impacté l'euro, ça va pas être l'Italie, ça va pas être je sais pas quoi, ça va être l'Allemagne et la France. Évidemment, si on a un événement majeur dans un autre pays un petit peu annexe de ces 19 pays de l'euro, ça peut avoir un impact. De manière globale, franchement, on va pas s'en occuper et nous on va vraiment se focus sur l'Allemagne et la France. Ok. Alors, spécificité de l'Union Européenne qui crée un contraste du coup avec forcément l'économie des États-Unis, c'est que on dépend pas mal des exports. Contrairement en fait aux États-Unis qui sont eux en déficit de trade, et c'est quelque chose qui est priced in. Pareil pour l'euro d'ailleurs, hein. Mais c'est tout enfin tout ce que je vous donne là c'est priced in, c'est-à-dire n'allez pas short ou long le marché en fonction de ce que je vous dis là, parce que les infos qui sont priced in, ça veut dire que la plupart des investisseurs le savent déjà, ok. Mais c'est juste pour avoir une meilleure compréhension en fait de l'économie et savoir interpréter des infos. Et donc pourquoi je vous le dis, parce qu'en fait ça va vous permettre de comprendre pourquoi les éléments qu'on va voir en dessous impactent réellement l'euro, et aussi durant l'évolution des années en fait, vous allez voir différentes news, différents schémas se répéter, et vous comprendrez pourquoi certains impactent l'économie et pas d'autres, ok. Voilà, ça pour vous dire ça. Donc on dépend pas mal des exports, on verra ensuite de quel pays on dépend, mais en gros je vous le dis directement, ça va être et la Chine et les US. Chine on importe, US on exporte beaucoup. L'euro, alors l'ECB, donc l'European Central Bank, donc la Banque Centrale d'Europe, veut absolument avoir un euro qui est faible. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on dépend pas mal des exports. Et pour toujours exporter beaucoup, il faut qu'on ait un euro qui est faible. Sinon, imaginons les US veulent importer des produits X ou Y de France ou d'Europe de manière globale, mais l'euro est beaucoup plus fort que le dollar. Ça veut dire qu'ils vont avoir un déficit. Ils vont vendre beaucoup plus de dollars pour avoir un nombre d'euros inférieur. Et à ce moment-là, c'est pas intéressant pour eux. Et donc, ils auront peut-être importé des produits, les mêmes produits, mais d'ailleurs où ça leur viendra moins cher. Donc, par rapport à ce fait-là que l'euro dépend pas mal des exports, l'ECB doit toujours garder un euro faible. Alors ça c'est priced in, donc n'allez pas vous amuser à short l'euro parce que je dis ça. Mais par contre, si demain vous voyez un euro vraiment beaucoup s'apprécier par rapport à une autre paire, par rapport au dollar par exemple, là vous saurez par exemple que c'est possible de voir des open market operations de la BCE, ou alors simplement des monetary policies qui pourraient être en adéquation avec cette histoire de toujours garder un euro faible. Donc voilà, faut le savoir, c'est important. Également, la majorité du volume en euros est échangé durant la session de Londres, ok. Donc voilà, là vous savez les choses un petit peu majeures sur l'euro. Maintenant on va voir concrètement qu'est-ce qui impacte cette devise. Je bois mon café, je me permets, vous m'en voudrez pas. Alors, première chose, évidemment, ça va être l'European Central Bank, donc la banque centrale européenne. On va avoir deux choses, comme les US interest rate et le CB policies, c'est comme les statements aux US. C'est globalement les réunions de policy monetary, ça va être la politique monétaire. Quand on a par exemple la présidente Christine Lagarde, donc la présidente de la banque centrale de l'Europe, de l'Union Européenne qui va parler, ça va avoir un énorme impact. Ça c'est vraiment comme d'habitude le number one, le 20-80, c'est
la banque centrale. Je vous ferai une vidéo, je pense, sur les banques centrales, ok. Mais voilà, ça c'est vraiment, faut le garder en tête, analyser tout ce que fait la banque centrale, tout ce que dit la banque centrale, et à chaque fois qu'elle fait une action, analysez-la et comprenez-la, c'est super important. Petite parenthèse, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram entièrement gratuit dans la description de cette vidéo. Dessus, je vous pose plein de contenu, je vais vous montrer directement. Vous avez des rapports fondamentaux, des messages vocaux de moi qui vous expliquent plein de choses sur les marchés. Quand je prends des positions, je vous les donne ici directement, donc c'est pas des signaux, mais au moins vous voyez un petit peu ce que je fais. Et tout ça c'est gratuit, voilà, vous êtes 84 dans le canal, ça va bientôt passer payant, donc dépêchez-vous. Pareil, vous avez des gros récaps, vraiment beaucoup de valeur. Je vous fais souvent des petites vidéos un petit peu pour analyser et pour vous donner des informations techniques ou fondamentales ou macro. Donc voilà. Et ah oui, seconde chose très importante, je vous prends juste 30 secondes, vous pouvez prendre un appel complètement gratuit avec moi. Si aujourd'hui vous vous sentez un petit peu bloqué dans votre trading, vous n'avez pas la bonne méthode, que vous sentez qu'il vous manque un truc, réellement progresser, prenez un appel auquel je vais vous donner vraiment mon plan, ma méthode pour vraiment passer ce cap de la rentabilité. D'ailleurs, comment scaler, comment lever des fonds, comment vivre de son trading. Je vous donnerai tous mes meilleurs conseils, vous pourrez me poser un maximum de questions. Je n'aurai rien à vous vendre. C'est quoi j'ai eu ça tout simplement par la suite vous sortir les meilleurs contenus qui soient le plus adaptés. Sûrement que je ferai payer ces services-là par la suite. Pour le moment, c'est gratuit, donc profitez-en. Le lien est dans la description. On reprend directement la vidéo. Alors, donc on a vu la partie ECB. Maintenant, on va voir un petit peu, évidemment, qu'est-ce qui influe d'autre. Donc maintenant, on va voir la partie, comme les US, je ne vais même pas changer le truc, c'est data croissance économique. On est dans un pays riche, ce qui nous intéresse, ça va être la croissance économique. Soit un pays riche ou pas d'ailleurs, la croissance économique est toujours super important. Et ça va se mesurer par différentes indicateurs macro. L'interest rate, ok, donc ça on l'a vu juste avant, les taux d'intérêt globalement, est-ce que c'est hawkish, est-ce que c'est dovish, est-ce qu'on est sur un point de pivot ou non. Globalement les interest rates ça va être ça, le 20-80, ok. Les PMI, je pense que je vous ferai une vidéo sur Pareto parce que je l'utilise tellement que ceux qui doivent pas, ceux qui comprennent pas cette loi là doivent se dire il est fou ce mec, je comprends pas de quoi il me parle. Donc je ferai une vidéo sûrement un peu plus axée dev perso et productivité qui vous parlera de ça par la suite, ok. Mais bref, donc au niveau des PMI, qu'est-ce que c'est et comment l'interpréter? Donc le PMI littéralement c'est le Purchasing Manager Index. Et en gros c'est globalement un des indicateurs les plus clés, les plus importants pour mesurer la santé économique. Donc j'ai un peu vous détailler cet indicateur là parce qu'il est un peu complexe à comprendre entre guillemets. Donc je vais faire un rapide résumé, ok. Donc en gros c'est une enquête qui est menée auprès des directeurs d'achat d'entreprise, d'accord, qui va en gros leur poser chaque année plusieurs questions qui vont concerner la production et l'activité commerciale, les nouvelles commandes, y compris celles qui sont à l'exportation, d'accord, l'emploi, les délais de livraison des fournisseurs et les stocks de produits achetés. Le PMI c'est entre 0 et 100, ok. Globalement quand on est au-dessus de 50, on va considérer qu'on est en expansion au niveau de l'économie et quand on est en dessous de 50, on va considérer qu'on est en contraction au niveau de l'économie, donc ça va être mauvais, ok. Évidemment, encore une fois, c'est une question d'interprétation. Si la fois d'avant, vous étiez à 43 et que là, vous sortez à 44 alors que c'est attendu à, je sais pas, 42, et évidemment, ça va être positif, même si en théorie, on est en contraction. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment savoir interpréter ces données et pas seulement se fier au rouge et au vert sur Forex Factory ou le site que vous utilisez. Ensuite, le GDP, comme pour les US, donc le Gross Domestic Product, le PIB qui mesure intrinsèquement la richesse du pays. Ensuite, l'Unemployment Rate, donc au niveau des emplois, en fait, c'est le meilleur indicateur pour savoir si on a une bonne santé au niveau des emplois, au niveau du travail dans l'économie, dans l'Union Européenne, ok. Et puis, pour finir, le Consumer Price Index, donc le CPI, l'indicateur du prix au consommateur. Globalement l'inflation, ok, donc chaque année on va avoir un panier moyen et on va voir l'évolution. Si l'année 1 ce panier coûte 100 € et que l'année 2 ce panier coûte 105 €, on a une inflation de 5%, ok, j'allais dire une bêtise, donc de 5%. Et évidemment, l'ECB, comme la grande majorité des banques centrales, veut garder son inflation dans le target environ des 2%, ok. Donc quand on est au-dessus, généralement, on va avoir un truc plutôt hawkish de la part de l'ECB. Quand on est au-dessous, plutôt dovish, ok. Évidemment, encore une fois, ça dépend de l'évolution de l'inflation, donc il ne faut pas vous fier uniquement à ça. Ensuite, on va voir donc les 10 years bond, j'ai laissé tous les leads, mais en réalité, c'est pas littéralement ça. C'est vraiment les 10 years. En gros, c'est comme les Treasury pour les US. Mais avec un nom un petit peu différent. Ici, c'est des boons et pas des bonds. Et du coup, vous pouvez voir ça sur TradingView via directement le DE10Y. Je vais le mettre là directement. Hop là. Juste ici, c'est ça. Et on peut observer. Alors là, je suis directement avec le dollar. Mais si on compare directement. Alors, j'ai aussi celui de l'Europe de manière plus globale. Ça va être. Donc, ça, c'est vraiment celui de l'Allemagne. Et ça, c'est celui de l'Europe. Et vous voyez qu'il n'y a aucune différence. C'est ça qui est assez fou. C'est que globalement, l'Allemagne prend à moins 90 des parts de ce marché-là, j'ai l'impression. Je connais pas la pondération exacte, mais je pense que ça va être un truc comme ça, vu qu'il n'y a aucun changement. Et du coup, globalement, si on compare ça au 6E1, qui est l'indice intrinsèque de l'euro, hop, on voit qu'on a une corrélation très forte, ok, qui n'est pas parfaite. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser, parce que des fois, on a des décorrélations comme ici. Ici, voilà, on a vu que
on a notre euro qui monte alors que nos bonds, donc nos rendements. Alors, c'est pas directement les obligations en tant que telles, c'est vraiment les rendements qu'elle propose. Ok, c'est ça qui est important de calculer. Et on voit que ces rendements-là sont en baisse alors que lui en hausse. Et derrière, on a vu une recorrélation. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que c'est l'euro qui va se recorréler à ça et pas l'inverse. Et ça peut du coup à ce moment-là donner des opportunités super intéressantes. Ok. Ensuite, on va voir la partie risque. Alors, en tant que tel, l'euro n'est pas une safe haven currency ni une devise à statut, à statut de risk on. Mais elle est corrélée inversement au dollar. Et rappelez-vous, le dollar est une safe haven currency, pas la plus forte, mais c'en est une. Et du coup, indirectement, on va avoir tout simplement l'euro qui va être décorrélé du dollar, donc qui va être en fait en période potentiellement d'incertitude, en baisse, ok, parce que le dollar, lui, va être plutôt en hausse, et donc, naturellement, l'euro va être en baisse, ok. Et donc, pareil, ça va se calculer avec cette partie, est-ce qu'on est en risque on-off, qu'on peut savoir notamment avec le S&P et tout ce qui va être votre interprétation de la géopolitique de manière globale et de la politique, ok. Et grâce aussi au Volatility Index, je vous ferai une vidéo sur cet indicateur qui est plutôt pas mal pour apporter des précisions. Parce que de manière globale, quand le marché n'est pas volatile, on a beau avoir une période d'incertitude, ça aura peu d'impact cette histoire de risque on ou off, ok. Ensuite, partie géopolitique, évidemment, donc on va être corrélé à la Chine, puisqu'on apporte énormément de produits de manière globale de Chine, Made in China, voilà, tous vos trucs sont Made in China, donc on apporte énormément de là-bas. Donc forcément, si c'est la merde en Chine, ça sera la merde en Europe, pour être grossier, hein. Évidemment, également dépendant des États-Unis d'un point de vue géopolitique. Pourquoi? Parce qu'on exporte beaucoup aux US. Vraiment, on va être sujet à la volatilité quand on a des conflits géopolitiques, quand on a des conflits armés dans le monde ou des incertitudes. Ok. Ensuite, niveau commodities, au niveau des corrélations avec les commodities, donc les marchandises, les matières premières. On va voir l'usual, ok, forcément. Donc, pourquoi est-ce qu'on va voir le pétrole? Simplement puisque en Europe, on apporte énormément de pétrole. Et donc, forcément, si le prix du pétrole augmente, et simplement, le prix de l'euro va baisser. Parce qu'on va dépenser beaucoup plus pour avoir la même quantité de usual. Et donc, on aura moins d'euros, ok. Et donc, l'euro va baisser. Et donc, ça, si on a vraiment une augmentation du coût du pétrole, ça peut créer de l'inflation, ok. Et cette inflation peut pousser la Banque Centrale Européenne à ajuster sa monetary policy, donc sa politique monétaire, excusez-moi. Et donc créer vraiment de gros changements sur les marchés financiers après avec une réaction un peu en chaîne, hein, tout simplement, un effet boule de neige. Et je vais vous faire un petit dessin pour que vous compreniez un truc qui est vraiment super important. On va directement aller sur Canva dessin, mais ça c'est un truc vraiment majeur, une clé que vous devez vraiment comprendre en économie de manière globale, pas seulement pour le marché Forex. Hop, on va faire un petit dessin très rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés financiers, c'est pas... Alors, il me faudrait juste mon stylo. C'est pas on a un asset ici, un asset ici, un asset ici, un asset ici, et on a de l'argent qui arrive comme ça, de l'argent qui arrive comme ça, de l'argent qui arrive comme ça. C'est pas ça du tout. Faut comprendre que c'est pas des investisseurs qui investissent comme ça et qui envoient de l'argent dans différents assets qu'on peut représenter par ces petits ronds. Vous excuserez le dessin, c'est vraiment pour que vous compreniez, ok. C'est vraiment un grand cercle, ok, où vous avez des assets, tac, 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 tac. Par exemple, ici vous avez l'euro, ici vous avez, on va mettre le XAU, donc le gold, ici vous avez le SN. Ici vous avez le usual, bref vous avez compris, ici vous avez je sais pas Apple, tac, ici vous avez Amazon, et bref j'ai mis des trucs un peu au pif mais pour vous montrer. Et l'idée c'est que en fait l'argent il bouge comme ça d'actif en actif, hop, et il sort pas du marché, il rentre pas, il sort. C'est pas un investisseur qui investit ici, qui met ici, qui met... Non, c'est vraiment un grand cercle. Et quand l'euro baisse, c'est qu'il y a un autre asset quelque part qui augmente, ok. Et ça, je veux vraiment que vous le compreniez, que la machine économique de manière globale, c'est un grand cercle. La finance de marché, c'est un grand cercle. Et c'est pour ça qu'on a des interconnexions et des corrélations absolument partout sur le marché. Et si vous comprenez ces corrélations, c'est un petit peu ce que j'essaie de vous apporter dans ces vidéos, ok. Que vous compreniez que quand l'euro baisse, potentiellement, on a l'or qui monte. Et que quand on a le usual qui monte, on a potentiellement l'euro qui lui de son côté baisse. Et que quand par exemple le S&P monte, on va avoir un sentiment du risque qui va être plutôt on. Et donc on va avoir le HODE qui va lui de son côté augmenter et le JPY qui va baisser. Et que quand le JPY baisse, ça va avoir un influx sur le yuan chinois, etc., etc. Vous allez vraiment avoir une dimension supplémentaire de votre analyse et vous allez éviter, je pense, une grande partie de stop loss, très honnêtement. Donc bref, petit aparté terminé, mais comprenez bien cette histoire de machine économique. Enfin bref, revenons sur l'histoire de commodity. Donc on a le pétrole, le usuals, le natural gas, ok, donc le gaz naturel. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tout simplement, l'Europe importe énormément de gaz naturel, notamment venant de Russie. Si on va sur les graphes rapidement, tac, 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 que je vous montre la corrélation. Vous allez voir que c'est une très grosse corrélation, une corrélation négative, hein. Voilà, natural gas il est là. Et si on compare avec l'euro, voilà, on peut voir la corrélation, ok, qui est négative. Donc pour la voir réellement à quel point elle est puissante, bon elle n'est pas parfaite, hein, mais c'est une corrélation qui est vraiment non négligeable. On fait 1 divisé par pour inverser le cours de l'euro et bim, on voit la corrélation, ok. Donc si on regarde, on n'est pas sur une corrélation parfaite, mais on voit que de manière globale,
excusez-moi, les mouvements se suivent. Hein. Quand on est à la baisse sur un, on est à la baisse sur l'autre. Ok, quand on est à la hausse sur un, on est à la hausse sur l'autre. Et ça, pareil, ça peut donner des opportunités. Et encore une fois, quand on a des grosses décorrélations, ça peut donner des indications sur un conflit économique qui donne plus d'importance à d'autres informations, à qui on va devoir donner plus d'importance dans nos trades. Ok, on va avoir d'autres corrélations aussi, comme par exemple le gold, notamment parce que faut savoir que généralement, quand on va avoir des périodes d'incertitude, les personnes qui ont de l'euro vont pouvoir hedge leurs euros, donc les sécuriser en gros dans le gold qui est une safe haven currencies, mais qui a un statut un petit peu différent parce que c'est une commodité, donc un métal précieux, bref, et que du coup ça va avoir un impact un peu différent. Ok, donc ça c'est vraiment important de le comprendre. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est vrai que moi en fait tout ça me paraît évident, mais il y en a beaucoup pour qui c'est pas simple et pour qui on a habitué le trading à c'est des trends, c'est des résistances, c'est des VG, c'est de la SMC, c'est du week-off, du je sais pas quoi. C'est le cas, c'est ça aussi pour exécuter les positions et pour lesquelles je vous ai fait simplement un petit résumé. J'ai 20 minutes de rush, j'ai bientôt coupé la vidéo, sinon je vais avoir une vidéo de 30 minutes et ça va être très chiant pour vous. Mais voilà, si vous avez des questions, le lien de mon Instagram en description, je pourrais discuter directement avec vous. C'est moi qui réponds à mes messages, profitez-en. J'ai pas encore de 7 heures de gens qui répondent à ma place ou je sais pas quoi. Donc profitez-en vraiment. Pareil, mes appels, c'est moi qui les prends. Donc si vous avez besoin, si vous avez des questions, vous voulez passer un step dans votre trading, réservez un appel avec moi dans la description ou réservez directement avec moi sur Instagram par message. Et puis pareil, mon Telegram gratuit en description. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Pensez bien à vous abonner à cette chaîne, mettre la cloche. Et je vous souhaite une très bonne soirée. C'était Thomas.